et bienvenue dans La Belle Histoire. L'histoire que nous avons décidé de vous raconter aujourd'hui est celle du pape le plus détesté par l'Église. Il s'appelle Benoît XIII, nous sommes au XIVe siècle. Il a été l'objet de complots, d'attentats, de sorcellerie même. Car à cette époque, il y a deux papes, un à Rome, un à Avignon. Et pour vous raconter cette guerre des papes, direction Avignon. C'est une histoire incroyable qu'on appelle savamment le grand schisme d'Occident, mais qui ressemblerait plutôt à un épisode de Dallas tant elle va de rebondissement en rebondissement. Pendant près de 40 ans, deux papes vont s'opposer, l'un à Rome, l'autre à Avignon, un cauchemar pour l'Église catholique qui va frôler de près l'éclatement. Ils allaient à la catastrophe, au partage de la chrétienté en deux morceaux jusqu'à l'éternité. Pour tenter de mettre un terme à cette confusion, le dernier pape d'Avignon, Benoît XIII, sera même attaqué et assiégé pendant 5 ans dans son palais. Mais rien ne semble pouvoir venir à bout de cette crise pontificale. Qui était Benoît XIII et pourquoi voulait-on se débarrasser de lui ? Qui voulait la peau du dernier pape d'Avignon ? C'est ce que nous allons découvrir dans cette émission. Pire qu'une querelle de clochers, la querelle des papes. Avec Myriam Bounafa, avec François Reinhardt. Vous aimez La Belle Histoire ? Vous êtes à Avignon. C'est parti. Depuis le XIIIe siècle, l'Italie est secouée par des guerres intestines. Les rivalités entre les seigneurs déchirent le pays. Le pape ne peut résider à Saint-Pierre de Rome et vit dans l'itinérance. C'est un pape mobile. Et c'est ainsi que l'évêque de Rome va s'installer au début du XIVe siècle à Avignon. Regarde le balcon de la bénédiction pontificale. Le peuple se rassemble et le pape est béni. D'accord. L'équivalent du balcon du Vatican. L'équivalent du balcon de Saint-Pierre, exactement. Faudrait que tu fasses un petit coucou de là-haut. Ce serait marrant. Bonjour. En bénissant. Ça tirait bien, pape. Ouais, pourquoi pas. Ouais. François. Ah, Fanfan. Ouais, tiens. Comment ça se fait que le pape il se retrouve ici à Avignon ? Pour le comprendre, il faut remonter un tout petit peu dans l'histoire. À partir du XIIIe siècle, il y a un personnage qui devient de plus en plus important, qui au départ était une espèce de minuscule petit prince, qui est le roi de France. À l'époque où on est là à peu près, au début du XIVe siècle, c'est Philippe le Bel. Philippe le Bel veut faire un impôt en France. Le pape dit « mais c'est quoi, tu fais des impôts sur le clergé, tu m'en parles pas à moi ?» Donc il y a une espèce de dispute entre eux. Et à la suite de ça, Philippe le Bel, il va s'arranger pour que tous les cardinaux deviennent de plus en plus des Français et que les papes soient contrôlés par les Français. C'est comme ça que les papes se retrouvent à Avignon, d'accord ? C'est un basculement de l'Europe en faveur du roi de France. En 1305, un pape français est donc élu sous le nom de Clément V et la papauté prend ses quartiers en Avignon. La ville est idéalement située au bord du Rhône. Le commerce, les arts et la culture vont exploser. En 1348, le pape suivant, Clément VI, rachète la ville à la reine de Naples. Il veut en faire une nouvelle Rome. Pour transformer le palais en palais pontifical, tel qu'on peut encore le voir aujourd'hui, on va construire en l'espace de 20 ans l'équivalent de 4 cathédrales gothiques. Les papes se succèdent dans cette cité florissante, mais en 1377, le nouveau pape, Grégoire XI, décide de retourner à Rome. Il a voulu rentrer à Rome parce qu'il estimait que là, la sécurité était rétablie et qu'on pouvait revenir à Rome. Parce que Rome, c'est Rome. C'est la ville qui garde le tombeau des deux apôtres Pierre et Paul. Que Rome est, depuis l'origine de la chrétienté, le centre de gravité, si vous voulez, le lieu de référence de la vie de l'Église. Malheureusement, 1 an après son arrivée à Rome, Grégoire XI décède. Sa mort va avoir des conséquences lourdes et imprévisibles. C'est sa succession qui va déclencher le grand schisme d'Occident. Quand il meurt à Rome au bout d'1 an, toute la machine de son pouvoir est restée à Avignon et les gens sur place ont une peur bleue qu'une fois de plus, ils repartent à Avignon. Les gens ont envahi les lieux où ils étaient pour élire le pape et pour contenir la foule, pour la contenter, ils ont mis les insignes pontificaux, la tiare et la chape sur l'un des cardinaux qui n'avait pas été élu. Et ils ont dit, voilà, le voilà, vous voyez, c'est lui, c'était un pape, un romain, un cardinal romain. Donc c'est vous dire combien c'était tumultueux. Hein.
Des Romains enragés qui font pression sur le Vatican. L'élection du nouveau pape Urbain VI ne se fait pas franchement dans le secret du conclave. On est loin de la fumée blanche et de l'habemus papam. Pourtant, les cardinaux ne sont pas encore au bout de leur peine. Ce nouveau pape a d'abord été reconnu comme étant le vrai pape. Ils ne se sont pas vraiment posé de questions à ce moment-là. Mais il a commencé à avoir un comportement étrange. Le comportement de quelqu'un qui n'était pas équilibré du tout, qui était violent. Et donc, on s'est posé des questions sur sa santé mentale. Bref, au bout de quelques mois, les cardinaux ont dit on ne peut pas faire avec ce pape-là. Alors, de manière un petit peu inconsidérée, les cardinaux vont à Fondi, qui n'est pas très loin de Rome, et disent on va élire un nouveau pape, tout simplement. Bon. Et ils élisent le pape Clément VII. Alors, Clément VII, lui, ne peut pas aller s'installer à Rome, puisque Urbain VI est déjà installé. Alors il dit, moi je retourne en Avignon. Hein. Et c'est pourquoi nous avons maintenant une deuxième période de papes en Avignon, mais ce sont des papes qu'on peut considérer comme des antipapes. Les populations vivent dans la terreur d'être sous l'autorité d'un antipape et d'être damnées pour l'éternité. Le seul antipape est cet usurpateur qui pavoise à Rome. Urbain VI à Rome et Clément VII à Avignon ont chacun leur soutien. La chrétienté se retrouve coupée en deux. Qui est donc le vrai pape? Chacun sa réponse. La situation est sans issue. Moi, je m'imagine, je suis chrétien. J'obéis à quel pape? Je fais comment, là? Pour le chrétien de base, c'est-à-dire le paysan qui va à la messe une fois de temps en temps dans le Berry, lui, il s'en fiche un peu parce qu'il ne sait même pas qui c'est, tout ça. Il n'y a pas iTélé qui tourne en boucle, hein, d'accord? Donc, c'est pas. D'accord, il faut se souvenir qu'on est dans une époque où l'information n'est pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, ils sont dans une pratique très voilà, privée. Mais en tout cas, les rois, c'est ça qui compte. Les rois, eux, ils ont leur candidat, ils défendent celui-là et ils disent qu'évidemment, l'autre, c'est Satan, etc. Et tout, chacun défend son pape de son côté. Donc là, à ce moment-là, du coup, le pape, c'est plus un pion politique qu'une véritable autorité religieuse. En fait, dans l'histoire européenne, contrairement à ce qu'on pense, parce qu'aujourd'hui, on essaie de nous vendre le pape comme une espèce de type qui survole tout, qui est extérieur aux événements, pas du tout. Le pape, dès le départ, dès que les papes ont été puissants à l'époque de Charlemagne, donc on est en 800, ça a toujours été un des éléments du pouvoir en Occident. Et c'est pour ça que l'Europe est laïque. L'Europe, elle est laïque pour cette raison-là, parce que depuis le départ, depuis l'an 800, il y a une guerre entre les rois ou l'empereur et le pape. C'est pour ça. Donc il y a le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Mais à l'époque du grand schisme, le nouveau pape d'Avignon, Benoît XIII, va bientôt devenir le pape à abattre. Comment a-t-il pu susciter autant de haine et de rancune? À cause de son obstination. Il va se mettre à dos, même ceux qui le soutenaient. Benoît XIII veut garder le pouvoir coûte que coûte, ce qui va prolonger d'une bonne vingtaine d'années cette église à deux têtes. Mais oui, bien entendu que c'était un têtu. Mais ça suffit pas à vous camper un individu d'être têtu. Si, dans son fort intérieur, et il l'était, il pensait véritablement être le détenteur de la légitimité, il a agi comme un têtu, certes, mais aussi comme quelqu'un qui est allé jusqu'au bout de sa vision des choses. Car Benoît XIII n'est pas du genre à se laisser impressionner. Fin diplomate et grand juriste, il est sûr de son bon droit et va même soutenir un siège de 5 ans, enfermé dans son palais d'Avignon. On va aller à la découverte de Benoît XIII. Volontiers. Il paraît qu'il y a ses appartements pas très loin, vous m'emmenez? Juste en haut. On y va? D'accord. Là, j'ai vraiment l'impression de voyager dans le temps. Hein. Ah mais c'est ça, voilà, là on est au XIVe siècle. C'est magnifique. Ça, c'est faux, par contre. Ah c'est faux, c'est d'aujourd'hui. Oh. Ah, mais c'est magnifique. Et voilà, et là on est dans la chambre du pape. Avec des décorations impressionnantes, de fresques naturalistes. On peut passer, vous pensez? Ah oui, oui, on va y aller. Vous voyez, on est dans la chambre d'un pape. Regardez, il n'y a pas une seule image religieuse. Hein. Ah, ça ressemblait à ça. Il n'y avait pas d'effigie, il n'y avait pas de croix, il n'y avait pas de... Bon, il y avait peut-être quelques objets précieux, si, des crucifix c'est possible, des livres, mais la décoration c'était ça. Hein, Il avait du goût, hein. Eh oui. Alors Benoît XIII a beaucoup travaillé à côté dans son bureau, dans son studium. Studium, ça veut dire le bureau finalement. Bah tout oui, simplement. mais je le savais, Paul, vous êtes gentil. J'ai fait latin en 6e. C'est bien. Oh!
Et donc là, en fait, c'est son bureau. Ah, c'est magnifique. Et oui, voilà. Alors là, on est dans cette pièce magnifique qu'on appelle la chambre du cerf, où Benoît XIII a passé beaucoup de temps parce qu'il a été quand même enfermé dans le palais pendant plus de 4 ans. Hein. Et ici, là, dans cette pièce, voilà, je l'imagine avec sa grande barbe, parce que pendant le siège, il s'était fait pousser une grande barbe en signe de deuil. Hein. Alors, paraît-il, ça le faisait ressembler à Abraham, hein, ça devait être spectaculaire. Et là, il devait tourner en rond, écrire. Mais n'empêche que je pense qu'il s'y sent bien, là, parce que c'est un univers aristocratique, vous voyez, de chasse, de pêche. Et Benoît XIII, Pedro de Luna, de son vrai nom, c'est un aristocrate. Hein. Il vient d'une très grande famille aristocratique. Brillant, intelligent et cultivé, Benoît XIII défend sa cause, mais les années passent et ses soutiens se lassent. La question n'est plus de savoir qui est le vrai pape, mais comment se débarrasser de l'un des deux. Sauf Urbain VI au départ, je pense qu'on peut tous les considérer comme antipapes à partir du moment où ils acceptaient d'être élus pape alors qu'il y avait quelqu'un qui prétendait être pape. Autrement dit, le siège n'était pas vacant. Quand le siège de Rome est vacant, on élit un pape. Quand le siège n'est pas vacant, eh bien, on n'élit pas de pape. Voilà, ça c'est... Or, si vous voulez, il signait aussi des capitulations selon lesquelles il disait « Si je meurs avant un autre, je demande de ne pas avoir de successeur. » Et puis en fait, il y avait un successeur, voyez-vous. Donc il y avait certains engagements qui n'étaient jamais respectés. C'est quand même hallucinant de te dire que je connais au moins de nom, c'est peut-être pas toute leur histoire, mais quel roi nous avons eu en France. Avant ce reportage, cette émission, j'ignorais totalement qu'on avait eu 2 papes en même temps. Et la majorité des gens à qui j'en ai parlé aussi. Alors je pense que pour l'Église catholique, c'est pas un bon souvenir, c'est même un souvenir atroce. Le pape, il est le successeur de Saint-Pierre, donc pour les catholiques, il faut que depuis Saint-Pierre, il y a eu après un, puis un, puis un, puis un. Le fait qu'il y en ait eu 2 à un moment, ça va pas du tout. Saint-Pierre, il peut pas être coupé en 2. Donc dans la tradition catholique, dans ce qu'on appelle la tradition, d'ailleurs, c'est la succession des papes, eh bien, il y en a, on a dit que c'était des antipapes, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas compter cela. Benoît XIII est un antipape. Et alors Benoît XIII, c'est un antipape, et c'est pour ça qu'on les a renommés, c'est-à-dire qu'il y en a un autre qui doit s'appeler Benoît XIII, qui est pas, je sais plus de quelle époque il est celui-là, mais voilà, c'est-à-dire qu'on les a complètement gommés, on les a effacés comme sur les photos soviétiques, hein, on les a effacés de l'histoire. En devenant pape, Benoît XIII s'était engagé à tout faire pour sortir l'Église de cette impasse. Mais dans les faits, il s'accroche face à son rival de Rome et refuse tout compromis. La situation n'est plus tenable. Les gens se sont rendus compte qu'ils allaient à la catastrophe, au partage de la chrétienté en deux morceaux jusqu'à l'éternité. Hein? Ça fallait l'arrêter, ça. Exactement. Et donc, l'opinion publique s'est mobilisée, d'abord en France, en faveur de l'unité, pour dire, voilà, on arrête de dire c'est le vrai pape qu'on veut, on dit surtout, on n'en veut qu'un. Dans ce contexte, Benoît XIII devient donc un obstacle à l'unité. Pour faire pression sur lui, le roi de France, exaspéré, va donc tenter un coup de poker contre le pape d'Avignon, la soustraction d'obédience. Alors, le roi de France fait ce qu'on appelle une soustraction d'obédience. C'est un gros mot pour dire qu'en fait, il enlève toute l'autorité du pape. Et en fait, ça fait bien les affaires du clergé et de l'Église. Oui, et en fait, l'idée, je pense, est venue du clergé de France. Hein, parce que ça fait quand même longtemps, ça fait plusieurs décennies qu'il y a des idées politiques qui circulent en France pour contester un peu l'autorité trop forte du pape sur son clergé, hein, et notamment les impôts que le clergé doit payer ici au pape d'Avignon. Et donc je pense que cette affaire du schisme est l'occasion pour certains membres du clergé de mettre en pratique ces idées-là et de dire mais finalement, est-ce qu'on a besoin d'un pape ? Je veux dire, on peut se mettre sous la protection du roi de France, et puis, eh bien, la vie de l'Église continue. Charles VI va donc convoquer à Paris 300 représentants du clergé. Ils vont voter pour ou contre l'autorité de la papauté sur le royaume de France. Le roi demande, enfin par l'intermédiaire donc de son chancelier, de dire quelle est leur opinion. Est-ce qu'on va soustraire l'obédience à Benoît XIII ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est permis ? Est-ce que c'est licite ou non ? Bon, le roi jouait très gros en faisant ça. Qu'est-ce qu'il risquait ? Eh bien,
il risquait D'être excommunié. d'être excommunié et même déposé. Donc les deux allaient ensemble. La soustraction d'obédience est largement adoptée, un coup terrible contre Benoît XIII, porté par le roi et par l'Église. Les bulletins de ce vote sont conservés aux archives nationales. Encore faut-il pouvoir les déchiffrer. C'est quand même pas simple à lire, donc je voudrais pas faire de raté non plus. Ah, d'accord. Bah, Enfin, moi, je trouve... Non, c'est très joli comme écriture, mais c'est Non, non, compliqué mais- à déchiffrer. il faut l'apprendre. Hein. C'est l'apprentissage de ce qu'on appelle la paléographie. Hein. Soyez pas prof Mais ou par hasard. comment Allez-y, lisez. Alors, donc, vous voyez, par exemple, celui-là, c'est l'opinion de moi, Simon, patriarche d'Alexandrie. Il, Benoît XIII, est vrai faiseur de schisme et, par conséquent, destructeur de l'Église, et que ceux qui, en ce faisant, lui obéissent et le soutiennent, offensent Dieu et pêchent mortellement par les raisons qui ont été touchées, bien notablement à cette fin, etc. Voilà. C'est un peu un coup d'État, hein. Absolument. Absolument. C'est un peu un coup d'État. Un coup d'État, car Benoît XIII perd tout d'un coup le soutien du roi de France, le souverain le plus puissant d'Europe, et le contrôle de l'Église. À partir de là, même ses cardinaux vont le lâcher. Après que cette décision a été arrêtée en France, donc le 28 juillet 1398, qu'elle a été notifiée en septembre sur le pont d'Avignon avec trompette et tout. Oui, absolument. Donc, C'est à vraiment Avignon, à son de trompe. Il est au palais Donc, et sur le pont, il y a... Sur le pont, on vient proclamer, voilà. Et à ce moment-là, donc, la plupart de ces cardinaux décident de se retirer et la plupart des gens de son administration partent aussi. Mais encore une fois, Benoît XIII refuse de se démettre. Seul contre tous, il s'enferme dans son palais, et pour en venir à bout, on va donc recourir à la force. Les cardinaux partis, le palais des papes va être mystérieusement pris d'assaut. Le roi n'a pas décidé, lui, de les prendre d'assaut, le palais. En fait, ceux qui ont pris la décision, c'est sans doute les cardinaux rebelles à Benoît XIII. Eux, mais aussi les Avignonnais. La présence d'un pape à Avignon, c'est une chance économique, pas de problème, mais c'est aussi un poids politique quand même. Pour une ville qui a eu une grande tradition d'autonomie politique avant et qui tout d'un coup se retrouve avec un seigneur très présent finalement. Hein. Et donc il y a peut-être une espèce de ras-le-bol qui s'est accumulé chez les Avignonnais et qui trouve à ce moment-là l'occasion de s'exprimer. Et violemment, hein, parce que les Avignonnais sont parmi les plus revendicatifs, enfin les plus virulents pour monter à l'assaut du palais. Donc ça, c'est la maquette du palais. Ici, c'est l'entrée. Quand on le regarde comme ça, on dirait une véritable forteresse. C'est un château fort. C'est fait de façon pour pas être prenable. Alors, les assaillants attaquent tout autour du palais. Ils ont fortifié un certain nombre de maisons, de livrets cardinalistes, c'est-à-dire les palais des cardinaux. Et donc, ils ont notamment ici fortifié la livrée de Miraut, dont on peut voir encore la tour à l'heure actuelle, à partir de laquelle on pouvait envoyer des projectiles sur le palais. Les projectiles, c'est quoi? C'est des boulets de canon? Alors les projectiles, ce sont des boulets de canon, des petites pierres rondes ou alors des gros boulets de canon. Ce sont aussi des tonneaux d'immondices, ce sont quelquefois des matières enflammées. Donc vous voyez qu'il ne s'agit pas d'un petit siège d'opérette, c'est un véritable blocus dont le palais va faire l'objet. Ah mais là, il faut regarder en haut. Là. Oh Voilà. Et c'est quoi ça? Ça, c'est spectaculaire. D'abord, c'est une prouesse architecturale. En fait, c'est les télécuisines. Ce qu'on faisait rôtir ici, c'était des bœufs, c'était des moutons. Et c'est là aussi qu'une opération commando a bien failli venir à bout des résistances de Benoît XIII. Il y a une petite troupe, alors quand même une bonne soixantaine d'hommes, qui s'est glissée par cet égout, l'égout des cuisines finalement, et qui a réussi à pénétrer jusque dans cette tour des cuisines. Donc c'était vraiment une opération destinée à investir le palais. C'est l'assaut qui était le plus près de réussir, Ah oui. celui-ci. Ah oui, sans aucun doute. Oui. Les assaillants avaient tout prévu. Ils avaient même emporté des fleurs de lys, d'un drapeau avec des fleurs de lys du roi pour investir le palais, pour le prendre au nom du roi. Voilà. Dans toute cette affaire, Benoît XIII a agi comme un vrai chef de guerre. Hein. Il était visiblement sur le coup. Il a même été blessé légèrement à un moment. Et les défenseurs ont vraiment
tenu le palais de main de maître. Hein. Ça, c'est incontestable. Ils n'ont rien lâché. Ah, ils n'ont rien lâché. De ce siège, qui va durer tout de même 5 ans, le palais des papes a gardé des boulets et un crâne. Vous voyez ici un crâne dans lequel, à la base duquel, est fiché un carreau d'arbalète qui a beaucoup rouillé et qui a tué cet homme qui devait être un des défenseurs du palais des papes. Benoît XIII, il a autour de lui une centaine d'hommes d'armes, mais voyez-vous, tous les cardinaux pratiquement l'ont abandonné. 19 cardinaux sont partis, il lui reste seulement 5 cardinaux autour de lui, ses familiers, ses chapelains, tout le monde est parti. Le siège va être quelquefois très violent, puisque même Benoît XIII sera blessé à l'épaule au cours de l'automne 1398 par un projectile de la même nature que ceux que nous voyons dans cette vitrine. Privé de ses pouvoirs, encerclé par les Avignonnais et attaqué de toutes parts depuis 5 ans, Benoît XIII pourrait abandonner? Eh bien non. Nouveau coup de théâtre, dans la nuit du 11 mars 1403, le pape va tout simplement s'évader. Il faut imaginer quoi là? Le pape veut s'enfuir et où est-ce qu'il est? Vous me disiez qu'il a probablement réussi sa fuite par là. Voilà, sans doute. Hein. Il a donc traversé tout le palais. C'était la nuit. Hein. Et on sait qu'il est sorti de ce côté-là, du côté de la cathédrale, par une petite porte qui était murée. Pendant la nuit, ils enlèvent les pierres. Et il y a sans doute des gardiens qui sont un peu là. Alors, est-ce qu'ils ont été corrompus? C'est possible. Hein. Est-ce qu'ils étaient un peu fatigués? Parce que ça fait quand même 4 ans qu'on garde le pape. C'est possible aussi. Toujours est-il que l'affaire, elle est bien organisée. Il y a 4 personnes qui attendent le pape ici, à l'extérieur. Alors, il faut l'imaginer avec sa grande barbe, hein, qu'il a toujours. Alors, il devait la cacher sans doute en se déguisant peut-être en moine. Et là, dans la nuit, tout le monde se faufile un peu comme ça dans les ruelles, en évitant les barrières et les gardes. Et tout le monde va se réfugier dans une petite église d'Avignon, l'église Saint-Antoine, en attendant le jour et en attendant que les portes des remparts s'ouvrent, parce que les portes sont fermées pendant la nuit. Voilà. Et le matin, lorsque les portes s'ouvrent, tout ce petit monde va au bord du Rhône, prend une barque qui les attend là. Il y a un moine de Montmajour qui était là avec sa barque pour les attendre. Et tout ce beau monde va à Château-Renard, quelques kilomètres d'ici, où ils sont tranquilles, ils peuvent souffler. Et là, le pape, il appelle le barbier, et il se fait raser cette grande barbe qui s'était fait pousser pendant tout le siège. C'est la première chose qu'il fait une fois libre. Ah, la première chose. Et il y a le comte de Provence qui est là, Louis II d'Anjou, et qui ramasse précieusement les poils de cette barbe comme une relique. Hein. Alors, aujourd'hui, qui sait, peut-être que ces poils sont quelque part. Vous les cherchez? Ah oui, je les cherche. Benoît XIII ne reviendra jamais à Avignon. Mais contre toute attente, les cardinaux et même le roi de France vont faire amende honorable et se soumettre à nouveau à son autorité. Tout recommence comme avant. Tout, même le bras de fer entre les 2 papes. Comment cette guerre des papes va prendre fin? Alors quand il y a un problème dans l'Église catholique, c'est toujours pareil. Quand il y a un grand problème avec un pape, on a une solution qui est un concile. Un concile, ça veut dire on réunit le plus d'évêques possible et on dit c'est vous qui allez nous dire ce qu'il faut faire. Donc on réunit un concile à Pise et le concile de Pise dit non, il faut arrêter avec ça. On va défaire les 2, on va en renommer un. Il réalise un pape. Qu'est-ce qui se passe? Les 2 autres ne veulent pas démissionner. 1409, on a 3 papes. Et alors 3 papes qui tiennent parce que l'un est soutenu par l'Angleterre, l'autre, etc. C'est des enfants. En tout cas, à ce moment-là, c'était quand même très très désespérant. Là, on a le sentiment que l'Église, elle était au bord, voilà, et elle était au bord, quand on dit le schisme, elle était au bord de la déchirure, hein, elle était au bord d'éclater l'Église catholique. Hein. Et donc, on fait un autre concile qui se passe à Constance. Là, on doit être dans les années 1415-1419. Et là, les papes acceptent d'être démis. Le concile, il y a un nouveau pape qui est élu. C'est donc, disons, vers 1419-1420 que le grand schisme d'Occident est fermé. Mais en réalité, personne n'aura la peau de Benoît XIII, puisqu'il n'acceptera jamais les décisions des conciles. Au contraire, au moment du concile de Constance, où il y avait là une véritable chance, à partir du moment où les 2 autres avaient démissionné, au lieu de faire la même chose, il s'est dit je suis maintenant le seul pape, si vous voulez. C'est pour cela que le concile de Constance a attendu ces 2 ans. Il s'est dit si on délie un pape tout de suite, on en met un 4e sur le circuit. Il faut vraiment que les 3 autres aient perdu pratiquement toute autorité. Jusqu'au bout, Benoît XIII se considérera comme le seul vrai pape de la chrétienté. C'est en tout cas le dernier pape d'Avignon. Marginalisé mais définitivement increvable, Benoît XIII, de son vrai nom Pedro de Luna, retournera en Aragon avec ses derniers fidèles. Et c'est là-bas qu'il mourra en 1422 à l'âge canonique de 94 ans.
convaincu d'être toujours le Saint-Père. La belle histoire, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous en savez désormais un peu plus sur ce schisme d'Occident et ces antipapes que l'Église aimerait bien faire oublier. La belle histoire, vous pouvez nous retrouver sur le Plus, sur Internet et les réseaux sociaux. Ciao!